Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'IHU de Marseille, le plus grand pôle d'infectiologie de France, je le rappelle. Vous observez tous les jours les virus, les microbes, entourés des 800 personnes qui travaillent ici. On va parler bien sûr de la stratégie vaccinale qui a été présentée la semaine dernière par le Premier ministre Jean Castex. 200 millions de doses commandées pour 100 millions de personnes en plusieurs étapes. D'abord les résidents des EHPAD, le personnel soignant, et puis par vagues successives, la population générale qui sera vaccinée. Le professeur Alain Fischer, immunologue, a été nommé Monsieur Vaccin. Elle s'est montrée très prudent, à la surprise générale, lors de la conférence de presse du Premier ministre. Est-ce que vous partagez sa prudence sur les nouveaux vaccins qui arrivent, les vaccins à ARN? D'abord, pour mettre les choses en perspective, c'est plus facile d'estimer les compétences passées des autres que de soi-même. Alain Fischer est un des très très grands scientifiques de ce pays, un grand médecin de ce pays. Et à la différence de gens qui ont fait leur épreuve de titre en participant à des essais thérapeutiques, lui, il a inventé la thérapie génique chez l'homme quand même. Donc il sait exactement, avec des enfants qui avaient des maladies immunitaires toujours mortelles, il a été le premier à faire ça. C'est une grande avancée, mais qui a montré un certain nombre de limites dans le fait où quand on commence à manipuler les acides nucléiques, l'ADN ou l'ARN, il se passe des choses qui sont tout à fait imprévues. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des choses un peu compliquées qui se sont passées après. Et donc il est mieux placé que n'importe qui pour évaluer ces aspects vaccinaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on injecte du matériel génétique chez les humains. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe toujours bien? Comment ça se passe, et donc je pense que sur cet aspect-là, il est très très certainement le mieux placé. Tous ces pays, pour vous dire la vérité, pour dire les choses comme je pense, ça remonte un peu le niveau des interlocuteurs scientifiques là, qui pour l'instant est assez moyen. Bon voilà, donc ça c'est pour le professeur Alain Fischer que vous estimez beaucoup. Ce vaccin à ARN, est-ce que vous pensez, parce que encore une fois, il y a beaucoup de défiance de côté des Français, 61% des Français se disent plutôt défiants par rapport à ce vaccin-là, et évidemment, toute la stratégie vaccinale repose sur le nombre de personnes vaccinées, vous le savez mieux que quiconque. Est-ce que ce vaccin-là, encore une fois, peut avoir des effets secondaires, et peut avoir un effet sur le génome? Voilà, il faut le porter à la connaissance de chacun. Peu, si vous voulez, ça veut trop rien dire. Là, on navigue dans quelque chose qui est un peu inconnu, en réalité. Donc, le programme, moi, que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraissait de la science-fiction. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de la publicité. Alors, je n'ai pas vu d'article scientifique. J'attends de voir des vraies données. Et puis, les laboratoires n'ont pas encore publié les essais. Et puis les essais, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s'agit de dire, écoutez, voilà, on a une population exposée. Dans cette population exposée, dans des conditions naturelles, chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra. Mais si vous voulez, les vaccins, y compris extrêmement utilisés, comme celui de la grippe, si vous voulez, on sait qu'en réalité, la cible réagit assez mal au vaccin parce que l'immunité va en se dégradant. C'est ce que avec l'âge. Avec l'âge. D'accord. Ouais. Et donc, toutes les décennies sont associées à une baisse de 10% de la réaction au vaccin contre la grippe. Hein. Donc plus on est âgé, moins le vaccin fonctionne, c'est ça? Pour ceux que l'on connaît, oui, pour tous ceux qu'on connaît. Donc, avant d'arriver à vraiment montrer qu'il y a quelque chose de significatif, il faut, et qui ne soit pas dangereux, c'est-à-dire pour balancer, si vous voulez, le bénéfice-risque, on devrait toujours réfléchir. C'est très difficile dans une situation aussi dont l'émotion est celle de la panique. Là, on vit une espèce de délire depuis le début, si vous voulez, et donc on ne peut pas être raisonnable. Quand on est raisonnable, c'est, attendez, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que la population peut gagner, et qu'est-ce qu'elle risque, si vous voulez. Quand vous avez un risque inconnu, et quand vous avez un bénéfice qui, quand on s'occupe des malades, nous on est en train de faire le point sur les 10 000 patients qu'on a reçus, qu'on a dépistés nous et traités, on a 1 pour 1000 de mortalité. Donc, si vous voulez, il faut quelque chose dont on soit sûr que c'est mieux que 1 pour 1000 pour protéger les gens. Et pour avoir des nombres de cette donnée-là, bien entendu, il faut sortir de la folie où on terrifie tout le monde tous les jours en disant qu'on ne peut pas les soigner. Si on ne les soigne pas, bien sûr, c'est pas 1 pour 1000 qu'on a de morts. Hein. On a beaucoup plus, il faut commencer par les soigner. Mais si on fait ce qui est notre métier, c'est-à-dire les soins, d'ajuster au fur et à mesure, d'apprendre au fur et à mesure que l'on soigne les gens,
eh bien, c'est 1 pour 1000 la base. Hein. Oui, mais le problème, c'est l'économie qui est complètement en panne et que tout le monde nous dit le vaccin va permettre la croissance, on va pouvoir à nouveau vivre normalement. Non, mais on vit dans un monde qui est fou. Donc, si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un autre siècle. Ce n'est pas des conditions pratiques, ce n'est pas de la lutte au quotidien. C'est une arme du Moyen-Âge ? Non, mais déjà, de dire aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc, c'est même pas Moyen-Âge, même Hippocrate faisait pas ça. Je sais pas, il y avait bain chaud, quelque chose. Il disait pas aux gens restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. C'est un truc de fou. À partir du moment où vous êtes parti comme ça, à partir du moment où vous avez dit, écoutez, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie qui a mis très longtemps à se mettre en place, écoutez, on fait les tests, on voit là, ceux qui sont positifs, on les prend en charge, on regarde ceux qu'ils ont, ceux qui sont négatifs, ils peuvent rentrer chez eux. Plutôt que de mettre en place une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c'était une gestion qui allait pouvoir se gérer politiquement et non médicalement. À partir de ce moment-là, les politiques ont cru depuis le début qu'il y allait avoir une baguette magique. Cette baguette magique, leurs experts qui ont l'habitude depuis 20 ans de travailler avec l'industrie pharmaceutique ont cru que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique qui allait trouver une baguette magique. Le vaccin ? Non, d'abord le remdesivir. Oui. Okay. Le remdesivir, souvenez-vous qu'ils se sont encore fait rouler à la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de vaccins d'un médicament dont moi je le dis depuis mars que ça ne marche pas. On va y revenir dans un instant. Mais maintenant, non mais encore une fois c'est la même chose, c'est maintenant. Il n'y a plus cette baguette magique, donc la nouvelle baguette magique, ça ne va pas être de lutter, de faire le métier. Ça, pour résoudre les combats, il faut se battre à la vietnamienne. Là, vous voyez, il ne faut pas se battre comme Napoléon III. Voyez, on a une défaite et tout s'écroule. Voyez, c'est comme les Vietnamiens, on gagne maison par maison, patient par patient. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se battre. C'est la guérilla qu'il faut faire. Les vaccins, est-ce que, encore une fois, vous ferez vacciner ou pas ? Non, pour l'instant, la question ne se passe pas. Il n'y a pas de vaccin. Si vous voulez, dans l'état actuel... arrivent. La Grande-Bretagne commence à vacciner cette semaine. Non, mais comme la Grande-Bretagne vaccine, moi, je ne me ferai pas vacciner. Voilà. En Grande-Bretagne, je ne me ferai pas vacciner. Non, c'est si facile de ne pas être vacciné. Est-ce que vous avez une inquiétude par rapport aux vaccins ARN ? Et est-ce que vous attendez mieux de Sanofi, Pasteur, les vaccins français qui arrivent plus tard ? Écoutez, je vais vous donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Une des raisons pour lesquelles... les Yves Lévy, Delfrécy m'en ont tellement voulu, c'est que quand j'ai reçu l'IHU en même temps que Fischer, on était 6, dont Fischer et moi, eh bien, on nous a demandé de faire quelque chose pour les maladies infectieuses, et donc j'ai fait quelque chose pour les maladies infectieuses. C'était bien gardé de me laisser un temps très limité, je devais monter mes diapositives à l'avance, etc., ce que j'ai pas fait. Hein. Parce qu'il y a une nature un peu dictatoriale chez Delfrécy qui est le fond de son âme. Il n'est pas là pour se défendre. Donc laissons le professeur Delfrécy. Avec ses allures de gentil garçon. Donc il voulait, mais c'est vrai, vous pouvez demander, est-ce que je devais montrer mes diapositives à l'avance ? Est-ce que c'est vrai que j'ai le droit à 7 minutes et pas 7 minutes 10 ? Et je leur ai dit, voilà, vous voyez, là où on engloutit le plus d'argent de l'État, hein, de nos impôts, depuis 30 ans, c'est les vaccins contre le paludisme et le sida, et il n'y en aura pas. Il n'y en a pas, et il n'y en aura pas. Et dedans, il y a des gens qui travaillaient dont Yves Lévy, qui avait un brevet sur un nouveau vaccin pour le sida. On est 10 ans plus tard, il n'y en a pas. Bon. Et vous dites la même chose aujourd'hui pour le coronavirus ? Aujourd'hui, je dis, on verra bien, il y a des choses qui ont été insolubles, comme le vaccin sur le virus respiratoire syncytial, qu'on ne sait pas régler. La grippe, c'est une complexité extrême, parce que la variabilité du virus de la grippe et la variabilité des épidémies est telle que ça change tout le temps. Nous, on a maintenant, je crois, 18 cas de gens qui ont fait une infection en mars-avril, qui ont fait une autre infection en août, avec un nouveau variant, ce qui veut dire que l'immunité naturelle n'est pas quand même absolument splendide, si vous voulez. Ce qui veut dire que déjà, le vaccin tout court, c'est pas certain qu'on arrive à avoir un vaccin tout court, c'est pas clair dans mon esprit, en tout cas. Mais c'est pas la rougeole ou c'est pas des maladies qui étaient immunisantes. Les premiers vaccins, c'est des maladies que vous ne faisiez qu'une fois. Bien sûr. Quand on fait ça qu'une fois, c'est facile. Quand on fait ça plusieurs fois, ça veut dire que l'immunité, elle est comme elle est. Hein. D'une part, et d'autre part, pour l'instant, on a 0 vaccin ARN sur le marché, donc le potentiel de ça
on ne connaît pas, on verra bien. Il y en a 3 qui arrivent, encore une fois. Mais est-ce que vous mesurez bien la responsabilité de ce que vous dites? Parce que, encore une fois, la population française est défiante. On est les champions du monde de la défiance vis-à-vis des vaccins. Tous les anti-vaccins disent la même chose. 1, il faut regarder les profits des grands labos. Et 2, il n'y a pas d'efficacité. Vos paroles ont un impact, encore une fois. Les Français, aujourd'hui, vont entendre toutes les nuances et les bémols que vous mettez. Est-ce que ça risque pas, encore une fois, de mettre en péril une stratégie qui risque d'être vitale pour notre pays et les malades? Je ne sais pas ce que sont les stratégies. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise en place. Donc, je peux vous dire que, franchement, j'ai mes amis africains, dont un des collègues a osé porter des paroles insultantes, qui sont la plus grande star, moi, que je connais au monde de lutte contre les épidémies, c'est Muyembe. Personne n'a ça à son tableau, maîtriser 3 ou 4 épidémies d'Ebola, des épidémies de choléra. Et il a dit quoi? Lui, il a dit, écoutez, nous, on n'a pas d'état d'âme, on sait bien que la chloroquine, ça n'a jamais tué personne, on teste les gens. Vous savez, la stratégie de nos pays, et la France n'a pas été la pire de ce point de vue-là, l'Angleterre, là, sur lequel le truc, vous vous rendez compte qu'ils ont fait un programme de vaccination qui a été repris par l'OMS, les Américains ont fait pareil, d'évaluation thérapeutique, sans exiger qu'il y ait au moins un test diagnostique. Mais vous vous rendez compte, le niveau, en Afrique, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça en Afrique. Pour faire un diagnostic, on fait un test. Quoi. On n'inclut pas dans des essais thérapeutiques, pour la folie de faire des essais thérapeutiques, des gens dont on ne connaît pas le diagnostic, quand même. Bon. Et juste pour revenir au vaccin, encore une fois, vos propos risquent de nourrir la défiance des Français. Est-ce que vous leur dites ne vous faites pas vacciner, vraiment? Je ne crois pas ça. J'espère. Je n'y arriverai pas, parce que c'est comme ça. Parce qu'il faudrait faire des infusions de neuroleptiques à tous les niveaux. Ce pays est fou. Et ce pays, comme l'Europe occidentale, cherche une baguette magique en disant, voilà, c'est un cauchemar, il faut trouver quelque chose pour nous réveiller. Plutôt que de dire, on va lutter au quotidien pour voir comment on peut améliorer la prise en charge de tous les gens, les anciens, etc. Regardez, nous, on a publié, mais il y a 3 papiers en cours dans les EHPAD. Si on traite les gens, la mortalité est divisée par 2. Ça sert à rien de les vacciner, alors, les résidents en EHPAD? C'est pas ce que je dis. Je suis pas sûr que de vacciner les gens de plus de 75 ans ait une efficacité quelconque avec les autres vaccins qu'on connaisse. Maintenant, encore une fois, ce qui sert à quelque chose, c'est arrêter de rêver. On n'est pas dans un monde purement digital. La réalité nous rattrape, et la réalité, c'est qu'il faut s'occuper des malades. Et donc, c'est d'ailleurs un paradoxe que, vous vous rendez compte, que le Conseil de l'ordre qui n'a pas levé le sourcil quand on a dit restez chez vous, qui n'a pas levé le sourcil quand on a dit écoutez, on ne peut pas donner de médicaments dans les EHPAD, mais donnez-leur du Rivotril pour les aider à mourir plus vite, si vous voulez, se retourne contre moi. C'est quand même, qui est probablement le CV le plus impressionnant de tous les médecins de ce pays, quand même. Hein. Donc, ce monde est fou. Moi, je ne participe pas à cette folie. Donc, je ne participe pas, je ne rêve pas. Il est bien possible qu'il y ait un vaccin qui marche, tant mieux. En attendant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on traite les gens, c'est qu'on les détecte et qu'on ne prenne pas des mesures disproportionnées. On ne peut pas. L'idée de prendre des mesures à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France est un contresens. Parce que les maladies ne répondent pas aux nations. On voit bien que l'épidémie n'a pas touché Paris, Marseille de la même manière que la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Donc les mesures à prendre dans ces différentes zones ne sont pas les mêmes. L'idée qu'on prend des mesures à Paris pour l'ensemble de la France, c'est un truc de fou furieux déjà. D'accord. Donc qu'est-ce que vous dites concrètement aux Français aujourd'hui ? Attendez la 2e génération des vaccins, soyez prudents, jetez-vous sur les premiers vaccins. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Moi, j'aimerais savoir. Non, mais concrètement, parce que moi, je me ferais vacciner. Voilà. Faites-vous vacciner, c'est très bien. Si vous avez envie de vous faire vacciner, je ne vais pas vous en empêcher. Je ne crois pas, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux gouvernants de ce pays, je ne crois pas, heureusement, je crois que le président Macron est dans cette ligne. Je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Heureusement, je pense que c'est le président Macron qui a arrêté ça. Donc il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que là, on aurait une révolution. C'est quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche, et on rend ça obligatoire. Alors ça, c'est vraiment de la folie. Après, le risque, il y a 2 choses dans le vaccin. Il y a la protection individuelle, le risque individuel que théoriquement, on aurait le droit de prendre, mais que dans ce pays, on n'a plus le droit de prendre non plus. Hein. Quand on vous empêche de prendre les médicaments que vous avez envie de prendre, c'est quand même que vous n'avez plus le droit de décider de ce que vous faites. Mais moi, je suis libéral de ce point de vue-là. Si vous décidez pour vous traiter ou pour vous prévenir de prendre ce vaccin,
vous le faites. Ça, c'est différent d'une politique d'État qui dit vous devez le faire. Ça, c'est le risque individuel, mais il y a le risque collectif aussi. On ne se vaccine pas, on met tout le monde en danger. Non, mais ça c'est une manière de... On ne sait même pas si cette maladie existera encore dans 3 mois. Personne n'en sait rien du tout. Donc tout ça, là, c'est de la surenchérissement. C'est du surenchérissement dans une vision qui est une vision de fausses prophéties. Vous voyez que dans 3 mois, il peut avoir disparu comme ça, cette épidémie qui nous a fait déjà une deuxième vague meurtrière. Mais j'en sais rien. Ici, ça a fait un deuxième épisode. En Chine, il n'y a pas eu de deuxième épisode. Donc tout ça, c'est des... je m'excuse de vous faire de la peine, mais vous savez, c'est des peurs parisiennes. Ça. Vous avez une vision du monde, vous croyez que le monde est entièrement comme Paris. Mais c'est pas vrai, le monde n'est pas comme ça. Ça va plutôt moins mal à Paris que dans certaines régions. Vous rigolez, il y a eu plus de morts dans l'Île-de-France que dans toute la Chine. En tout cas, sur cette deuxième vague, on va dire. Parce que il y avait tellement de morts dans la première vague qu'il en restait moins à tuer la deuxième. Non, vous rendez pas compte. Je pense que il y a, mais vous n'y pouvez rien. On a tendance à être comme ça. Cette manie qu'ont les Français de penser que tout ressemble à la France et tout se passe non seulement pas comme dans la France, mais comme dans Paris, c'est une idée de fou. C'est pas vrai. Si vous voulez, il se passe pas la même chose, y compris dans toutes les régions de France, la maladie n'a pas été la même. Je vous dis encore une fois, on a des données maintenant vraiment épidémiologiques sur ce qui s'est passé dans les différents endroits. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes résolutions à Paris, intramuros et en Bretagne. Enfin, c'est pas vrai. 2 questions encore sur le vaccin. On ne sait pas encore combien de temps il immunise réellement les personnes qui sont fait vacciner. On ne sait rien du tout. Et on ne sait pas s'il empêche de transmettre le virus. C'est-à-dire que vous pouvez être vacciné et continuer à transmettre le virus. Ça, c'est un véritable problème, en revanche. Non, mais tout est un problème. Là, pour l'instant, vous avez ce goût, je l'ai aussi, mais simplement sur le plan littéraire, de la science-fiction. Mais dans la science, je ne pratique pas la science-fiction, moi. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, on verra bien ce qu'il donne, on verra bien ses inconvénients, on verra bien est-ce que c'est nécessaire ou ça n'est pas nécessaire. Moi, à l'échelle à laquelle je vis, si vous voulez, je pense que ce qui est nécessaire déjà dans ce pays, c'est de commencer par soigner à un niveau tel que la mortalité tombe à la mortalité naturelle de cette maladie, qui est une mortalité basse et qui n'est pas brutalement, significativement supérieure à celle des autres infections respiratoires. Donc il faut revenir. On va pas, ou sinon, de toute manière, on va pas, c'est probablement comme ça, on va pas cesser de s'affoler parce qu'il va y avoir des nouveaux virus qu'on va découvrir, peut-être dont certains étaient déjà là, on va pas arrêter d'en avoir. Donc si on doit fermer tout le pays, le ruiner à chaque fois qu'il apparaît un virus plutôt que de les soigner, on n'a pas fini d'être ennuyé. En attendant la nouvelle baguette magique qui sortira de Gilead ou d'un marchand de vaccins. Et Sanofi Pasteur, vous faites plus confiance à ces vaccins-là ou pas ? C'est une autre technologie, c'est pas l'ARN, c'est un peu plus traditionnel, c'est comme la grippe. Vous comprenez pas, j'ai ni confiance ni pas confiance. Moi, vous êtes un peu plus jeune que moi, et vous faites pas le même métier. Merci, pour le un peu. Mais si vous voulez, moi, je vous le dis, ça fait 30 ans qu'on me roule dans la farine avec le vaccin sur le sida et le vaccin sur le paludisme. Donc, s'il y a même inscrit sur le site de l'OMS qu'il existe un vaccin disponible sur le paludisme, ce qui est une immense fantaisie, c'est un mensonge horrible. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, je suis un peu prudent, si vous voulez, avec le monde des vaccins. J'ai écrit un livre sur les vaccins qui a eu, comme si c'était un livre qui disait, écoutez, on a besoin d'être intelligent pour avoir une politique vaccinale, c'est mal passé parce que manifestement, il n'y avait pas un énorme public. Et que donc on préférait avoir des imbéciles qui disaient non, c'est comme ci, ou non, c'est comme ça, ou éventuellement qui m'expliquaient comment se passait la médecine. Les vaccins contre la poliomyélite, il y a plus de poliomyélite vaccinale depuis 2 ans dans le monde entier que de poliomyélite. D'accord. Et des vrais poliomyélites, il reste dans 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan. C'est tout. Donc, on a le droit de réfléchir et de dire, écoutez, il y a des vaccins qui sont utiles à un moment, qui marchent à un moment. Le vaccin vivant, c'était un truc qui était vraiment très très bizarre et dont on n'avait pas imaginé au départ qu'il allait y avoir des réversants, des mutants qui allaient redevenir pathogènes et qu'on porte beaucoup plus longtemps. C'est ça, les épidémies qu'on a de poliomyélite actuellement. Donc on a le droit de se poser des questions en disant, écoutez, quelque chose qui était adéquat à un moment de notre histoire, qui n'est plus maintenant, on a le droit. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre les vaccins. On a l'impression dans ce pays qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Et ça, c'est inquiétant. On a le droit de réfléchir et vous êtes la preuve vivante. Un mot concernant les laboratoires. Effectivement, il y a des sommes astronomiques qui sont en jeu. L'Union européenne a passé commande de centaines de millions de doses de vaccins. Vous estimez encore une fois que là, on joue en bourse quand on achète ces vaccins ?
En tout cas, ce que je pense, qui est vraiment un trouble de cette société, vraiment, et là qui est arrivé à un point extrême. Si vous voulez que notre système économique, il est ce qu'il est, je n'ai pas d'opinion non plus en général, sur le long terme. Pour l'instant, on vit avec. Mais quand on manie des sommes de cette nature-là, les garde-fous à prendre sont beaucoup plus importants que ce qu'ils le sont actuellement. Actuellement, il n'y a pas de garde-fous. Il y a des gens qui ont des milliards d'un côté et il n'y a pas de garde-fou. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Parce que si vous choisissez vos conseillers avec ceux qui sont les commensaux, au sens étymologique, ceux qui mangent à la même table que ceux qui manient des milliards, vous n'avez plus de contrôle. Et donc ça, c'est quelque chose, je sais que beaucoup de mes collègues m'en ont voulu de dire ça, je pense que c'est parce qu'ils sont naïfs. Parce que vous savez, Socrate disait on ne fait jamais le mal en le sachant. Je pense qu'il était un peu optimiste. Mais en tout cas, pour beaucoup de gens, il n'y a pas de mal à être copain et à manger et à être subventionné et à aller en congrès invité par quelqu'un qui ensuite vend des médicaments pour lequel vous l'avez conseillé, qui d'un ministre, qui d'un conseil scientifique. Cette notion-là, qui est très 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 claire aux États-Unis, par exemple, dans lequel les gens déclarent leur conflit d'intérêts, mais quand ils déclarent leur conflit d'intérêts, du coup, ils ne peuvent pas faire partie d'une agence gouvernementale quand ils ont des conflits d'intérêts. Chez nous, moi je le vois bien, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs dans ce pays, qui ne les déclarent même pas dans les journaux. Nous, de temps en temps, quand ils méritent un peu, on les a obligés à rectifier, à refaire mettre dans le journal, attendez, j'ai des conflits d'intérêts, parce que les Français ne mettaient pas leurs conflits d'intérêts. Donc l'idée même de conflit d'intérêts est une idée qui n'est pas claire chez nous, et les enjeux ne sont pas de même nature de ce qu'ils étaient avant. Vous voyez, les mouvements de Gilead, c'est 200 milliards en l'espace de 3 mois. Donc les enjeux de ça, nous ne sommes pas armés pour faire face à des pressions de cette nature-là. En tout cas, pour les Français, le vaccin sera gratuit, remboursé à 100% par oui, la Sécurité sociale. Il ne sera pas gratuit. C'est l'État qui le paye, évidemment. C'est nous, bien donc. sûr, Qu'est-ce que raconter? C'est des fantaisies, c'est pas vrai. Un mot sur, effectivement, le scandale du Remdesivir, mais un mot rapide, parce que je sais que c'est un médicament que vous avez beaucoup critiqué. L'OMS a fini par le déconseiller formellement. Malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines, encore une fois, de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est à noter. Elle en a acheté. L'Union européenne. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi? Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent? D'où vous croyez qu'il vient? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne? Vous fichez de moi, vous faites semblant. Donc ce sont les labos? Non, c'est nous, c'est nos impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça? Enfin, qui c'est qui paye l'Union européenne? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il le dépense à notre place, c'est la même chose que si vous le dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr, la décision de l'Union européenne, elle ne s'est pas faite sans la France, quand même. Bien sûr. Mais la France n'en a pas formellement acheté concernant ce Remdesivir, un traitement qui ne fonctionne Elle en a donc pas. acheté à travers l'Europe, et le directeur général de la santé français nous a conseillé de le perfuser en disant c'est gratuit, en même temps que Gilead nous envoyait une publicité en disant vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, c'est gratuit. Non, faut pas reconstruire ça. Là, c'est pas les autres qui ont fait ça, c'est nous. Nous. Et moi, je dis ça depuis fin mars, que ça ne marche pas. Donc, et c'est pas la première fois, c'est ce que je vous disais sur le British Medical Journal, ils ont déjà fait le coup avec le Tamiflu. Qui était contre la grippe. Contre la grippe qu'ils avaient vendu à Roche, avec des études qui étaient bidons, dont tout le monde s'est rendu compte que c'était bidon, mais enfin pendant 20 ans, ils l'ont vendu, et ils ont gagné des milliards avec ça. Et ils ont refait le même coup avec l'hépatite C, parce que grâce à leur étude randomisée, ils ont obligé tout le monde à faire 12 semaines de traitement, alors que ça n'était pas nécessaire. Il suffisait de surveiller les charges virales. Donc c'est des gens qui sont, c'est très bien, le British Medical Journal, qui était un journal très honnête, a fait 2 papiers de suite pour expliquer que quand même ça pouvait pas recommencer encore une autre fois de coûter des milliards à nos sociétés pour quelque chose qui ne marche pas quand même. J'aimerais qu'on parle du dépistage. Il y a des tests à échelle massive qui vont être lancés dans certaines villes, Lille, Saint-Étienne, Le Havre. Le but, encore une fois, c'est d'isoler les personnes qui portent le virus. C'est une bonne stratégie, ce dépistage massif, ou pas ? Je suis pas convaincu que vous puissiez tester 60 millions de Français toutes les semaines, parce que vous les testez un jour et puis la semaine d'après, vous ne savez pas comment ils sont. Donc, si vous voulez, ça me paraît aussi encore... depuis le début, j'ai l'impression qu'on joue dans un jeu vidéo, si vous voulez, où on va attendre peut-être une génération comme ça. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, pour dire la vérité. Je me suis arrêté au premier Mario, donc c'est il y a très longtemps.
Vous n'étiez peut-être pas né. Voilà, exactement. Super Mario Kart. Et donc, on a l'impression qu'on va appuyer sur un bouton et donc ça va s'arrêter. Et c'est la seule réponse qu'on peut donner à une peur panique. Vous voyez. Donc, bon, on dépiste, c'est bien. non mais, écoutez, ce que vous croyez on dépiste une fois. On dépiste une fois. Mais c'est une maladie transmissible. Il ne s'agit pas de détecter un cancer là, qui arrive éventuellement, vous le dépistez tous les 5 ans. Là, c'est une maladie transmissible. Vous êtes resté les gens toutes les semaines. 60 millions de Français toutes les semaines. Comment vous allez faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une des choses, d'abord, encore une fois, il faut travailler. Moi, je crois qu'à une chose, hein, je crois au travail de terrain, je crois au truc. Nous, on a été sidérés par le travail de terrain qu'ont fait les pompiers ici, parce que, vous savez, ce qui s'est passé à Marseille, c'est qu'il y a une impulsion qui a été donnée aux gens de faire. Vous voyez, quand vous dites on ne fait plus rien, moi je suis sidéré, je suis à Paris il y a un peu moins d'un mois, l'état de terreur dans lequel vivaient les Parisiens à côté des Marseillais, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas le même monde. Hein. On voit bien que c'est pas le même pays quand même. Hein. On vit. On vous le reproche assez. Oui, mais j'en suis très fier. D'ailleurs, il y a moins de morts ici, donc je suis très content. Hein. Globalement. Donc, les pompiers, ils tracent les eaux usées. Hein, les pompiers ont pris ont fait une stratégie pour eux-mêmes en regardant, parce qu'il y a quelques échos dans le monde, en particulier dans le monde qu'ils connaissent, qui est d'aller tester les eaux usées. Et donc, les eaux usées, elles drainent un endroit qui est parfaitement défini. Et ils ont eu des résultats auxquels j'avais des difficultés à croire. On les a vérifiés avec 3 techniques. Il y avait une de nos techniques qui ne confirmait pas le résultat parce qu'elle n'avait pas la même sensibilité. Puis on a fini par trouver des résultats en or. Oui, c'est vrai. Et 2 fois, ils nous ont prédit ce qui allait se passer. C'est-à-dire le début de la décrue et le début d'une remontée des cas. 6 jours avant, c'est ça? C'est 5-6 jours avant? Non, c'est 2-3 jours avant. 2-3 jours, okay. Mais ça veut dire que ce que ça dit, c'est plus que ça. Là, c'est très peu de tests. On parle de quelques dizaines de tests pour une ville comme Marseille. Donc ça, c'est un premier point et ça montre que on pourrait avoir dans ce pays une politique, y compris d'encerclement, qui soit une politique intelligente et pas une politique tout le monde pareil. C'est-à-dire de dire, écoutez, regardez, on a une ville dans laquelle il y a des cas, cette ville-là, il faut faire attention. Il faut éventuellement avoir là une détection active autour de tout le drainage des eaux usées, essayer de voir ce qui se passe. Et de remonter sur un quartier, un immeuble. Puis simplement d'avoir une anticipation, une vision. Vous pouvez très bien dire, écoutez, dans ce quartier-là, on vous confine le temps que ce problème-là soit résolu. Vous n'avez pas besoin de confiner la France à chaque fois qu'il y a 3 cas là, ou bien alors vous ne faites rien. Vous voyez, le tout ou rien, c'est un truc de jeu vidéo. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille en cerclant les choses, en les regardant, en regardant si c'est nécessaire de faire les choses ou de ne pas les faire. Vous voyez, moi je suis marqué par le ski, j'ai l'habitude de faire du ski dans les Alpes du Sud. Dans les Alpes du Sud, c'est pas la Savoie dans laquelle les gosses se soudent la gueule, skient complètement enfumés, avec des gens qui viennent des 4 coins du monde pour faire la fête sur la piste. Donc c'est absurde la décision sur les stations de ski pour vous? En tout cas, scientifiquement. Ce qui est absurde, c'est de ne pas faire de la couture. D'accord. Il faut faire de la couture. C'est-à-dire il faut prendre des décisions qui sont ajustées. Et pour ça, il faudra enfin qu'il y ait une loi de décentralisation intelligente. Avec une décentralisation, il y a des gens dont la responsabilité est locale. C'est à eux à faire la responsabilité dans un cadre qu'on leur indique. C'est leur responsabilité. D'accord. Et à force de vouloir prendre toutes les responsabilités dans une petite ville de 2 millions d'habitants, on vit dans un jeu vidéo. L'épidémie, la deuxième vague de l'épidémie est bel et bien derrière nous ou pas selon vous? On est à 11 000 nouveaux cas par jour, on est encore loin des 5 000 nouveaux cas qui est le cap fixé par le président de la République. Je ne sais pas, nous, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que c'est en train ça diminue de manière drastique. Ça n'a jamais, d'ailleurs, le taux d'hospitalisation ou le taux de réanimation n'a jamais atteint ici le niveau qu'il avait dans la première épidémie, celle de mars-avril. Ce qui se passe là, encore une fois, j'essaie d'expliquer, mais c'est compliqué parce que c'est encore pas binaire, si vous voulez. Nous, ce que nous avons eu là, dans cet épisode-là, ce sont des variants qui sont des variants différents de ce que nous avons eu pendant la première épidémie. C'est pas la même chose. À Marseille? Partout en France. Sur tout le territoire? Partout en France. Voilà. Ce que nous, on appelle... Nous, on en a eu un qui était africano-marseillais, qu'on a appelé le variant 1. Et puis il y en a celui qu'on a eu, dont on voit la fin de la courbe là, c'est celui qu'on appelle le variant 4, qui est partout en Europe. Et bizarrement, le variant 1 n'est pas
sur les séquences qu'on a des autres, hein, puisque nous on a les nôtres, mais les autres les ont pas nécessairement, mais les Anglais qui séquencent beaucoup ont pas de variant. Hein. On a trouvé une séquence comparable à celle-là en tout, et pour tout qui avait été faite à Lyon. Donc ça veut dire, ça vous explique, je suis désolé si c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des virus qui apparemment ont une circulation purement locale, il y a des virus qui apparaissent qui n'ont pas été, pour lesquels la première épidémie n'a pas été protectrice. Encore une fois, je vous dis, on a 18 maintenant, je pense, de gens qui font une deuxième fois une infection avec ce variant 4, alors qu'ils avaient fait une première avec ce que lui on appelle, ce que les autres appellent le 20, qui est le virus chinois arrivé en Europe. Et donc, prévoir ça, encore une fois, c'est du délire. Je vous dis, encore une fois, en fonction des écosystèmes, des virus, des variants circulants, il y a 3 ou 4 grands modèles économiques jusqu'à présent. On ne sait pas. Donc il y a des endroits dans lesquels il n'y a eu qu'une épidémie, il n'y a jamais eu de deuxième vague, ni de rebond. Donc c'est pas intrinsèque à ce virus de faire 2 vagues. C'est pas vrai, alors c'est pas les mêmes qu'on a. Il y a des endroits, en particulier chez nous, et dans tous les endroits dans lesquels ils ont des points chauds de voyage. L'Europe est un point très chaud de voyage, et donc quand on a ouvert les frontières, il y a eu énormément de voyageurs qui sont venus de pays qui avaient été confinés, dans lesquels l'évolution du virus avait été spécifique. C'est vrai pour l'Europe, pour l'Angleterre, c'est vrai pour l'Afrique et pour le Maghreb, si vous voulez. Donc nous, on a eu la même chose qu'on a à Marseille, avec lequel on est familier. Les bateaux sont arrivés avec des gens qui étaient infectés. Il y a eu une petite épidémie autour de ça. Donc tout ça, c'est pas le génie propre du virus de faire des vagues. C'est que c'est une épidémie avec un virus qui a des capacités de recombinaison et de mutation importantes. En plus, il y a dans cette famille de virus, il y a plein de virus chez les animaux et donc des capacités de recombinaison extrêmement fortes. Et donc, il est possible qu'on voit apparaître une autre épidémie avec encore un autre variant pour lequel aucune des personnes infectées n'aura été protégée. Vous voyez, donc c'est un modèle nouveau sur lequel il nous faut réfléchir et travailler au fil de l'eau. Et donc, les prévisions, je sais bien que les gens qui gouvernent sont obligés d'avoir une espèce de stratégie. Bien sûr. Cela étant, les scientifiques ne peuvent pas adhérer à ces stratégies parce qu'on sait bien qu'on ne sait rien. On sait bien qu'on ne sait pas le prédire. Tout ce qu'on sait, quand on est à la fois un scientifique et un médecin, c'est que quand on s'occupe des gens, c'est mieux que quand on s'en occupe pas. Voilà. J'ai encore 2 questions. Est-ce que le froid stimule le virus? Est-ce qu'on peut faire une corrélation avec la baisse des températures, le fait que les gens soient regroupés chez eux, et le fait que dans les pays les plus chauds, il y ait moins d'épisodes viraux? Non, c'est une bêtise. C'est une énorme bêtise. C'est une énorme bêtise très ancienne. Comme la description de la grippe et le début de la science a été faite en Europe et aux États-Unis, on a fini par croire que la grippe était quelque chose qui avait à voir avec le froid. Et vous le croyez toujours probablement. Et c'est pas faux dans votre écosystème. Enfin, il faut savoir que il y a autant de grippe en Afrique, subtropicale, je sais, parce que même j'avais fait beaucoup de diagnostics là-bas, et quand il y en a le plus, c'est pendant la saison chaude. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est pas le froid. Donc, il a sa propre cinétique. C'est saisonnier. Il y a des maladies saisonnières. La raison pour laquelle il y a les maladies saisonnières est quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui pensent que c'est les UV. Il y a des gens qui pensent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent supplémenter, ce qui n'est pas bête, mais je ne sais pas si l'État intervient vraiment, mais en tout cas, je déconseille d'intervenir. Les gens, à partir de cette époque, ont des taux en vitamine D qui sont très bas. Et la vitamine D joue un rôle dans le système immunitaire qui est très complexe, très mal compris, mais depuis des décennies, il y a des gens qui pensent et les gens qui font des formes graves de Covid ont plutôt des taux de vitamine D plus bas. Donc la supplémentation par la vitamine D est peut-être une bonne idée, en particulier chez les sujets âgés pendant l'hiver. Les facteurs qui déterminent la saisonnalité sont des facteurs qui sont incompréhensibles et inconnus. Et les gens qui avaient, y compris un très très grand scientifique pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Osterhaus, qui avait un modèle expérimental pour lequel il tentait d'expliquer ça, en réalité n'expliquait pas ce qui est simplement perceptible par les études épidémiologiques humaines. D'accord. La dernière question, elle porte sur les Covid longs. Les séquelles très très longues et très invalidantes pour les malades aujourd'hui. Comment arriver à les aider? Il y a des séquelles neurologiques, pulmonaires et même vasculaires dans ce que vous observez? Encore une fois, il faut d'abord commencer par travailler. Encore une fois, l'idée qu'on peut conclure tous les jours sur des grandes stratégies avant de travailler. Nous, on travaille dessus maintenant. On a été un peu
si vous voulez, monopolisé par l'arrivée des nouveaux cas, des nouveaux malades. Si vous voulez, on avait commencé pendant après la fin de la première épidémie à travailler sur les séquelles. On travaille avec les neurologues, on travaille avec les gens qui sont des spécialistes de l'étude du cerveau. On s'est mis en lien avec un type très très bien. Encore une fois, sur le coronavirus, pour remettre les choses en phase, parce que j'ai appris que un de nos célèbres collègues avait dit que je ne connaissais pas les coronavirus. Bien sûr, les gens qui ont le plus publié sur le coronavirus dans ce pays, c'est nous, très très loin. Hein. C'est pas comparable. Plus de 2 ou 3 fois les deuxièmes. Hein. Et ceux qui sont juste derrière nous, c'est les ORL. Il y a un type très bien qui s'appelle Le Chien, qui est belge, mais qui travaille actuellement dans la région parisienne, et qui ont un travail remarquable sur ça, la persistance des anosmies, les modifications cérébrales. On essaie, dans son équipe, il y a quelqu'un qui est à Marseille avec qui on travaille, et on essaie de voir ce que signifie la persistance de la perte de l'odorat, ce qui est un point important, et quelles sont les conséquences sur le cerveau, et comment on peut relier, ce qui est toujours très difficile, les manifestations subjectives, vous voyez, comme la difficulté à se concentrer, qu'on arrive à mesurer, mais dont on ne sait jamais quel est le support. Donc on travaille là-dessus, c'est un de nos objectifs prioritaires. On travaille aussi sur, moins nous directement, mais les pneumologues ici travaillent sur les séquelles respiratoires qui, à part les gens qui sont passés en réanimation, nous paraissent moins graves que ce qu'on redoutait au départ. Donc c'était notre première crainte, ça. Et actuellement, sur d'éventuelles complications vasculaires, sur le domaine duquel on est au tout début, mais sur lequel... Donc ce qu'il faut d'abord, c'est travailler, c'est regarder, évaluer quel est le groupe à risque de ce type de séquelles, parce que, je dis, nous, je ne sais pas combien on a eu, 16 000 ou 17 000 malades qui sont là, on ne peut pas faire des scanners et des PET scans à 17 000 malades, on n'a pas les moyens de le faire. Donc il y a vraiment là une question, nous on essaie qu'on essaie de mettre au point, j'espère que l'État prendra en main une vraie réflexion nationale là-dessus, qui ne soit pas complètement fantasque, si vous voulez, qui soit, écoutez, on essaie d'évaluer dans des cadres qui sont donnés. Maintenant, on sait qui c'est qui fait de la recherche, de la vraie recherche. Hein. Je ne parle pas des essais thérapeutiques, de la vraie recherche. Maintenant, on sait qui l'a fait dans ce pays. Il faut que l'État mette la main, la patte sur des choses sérieuses pour essayer de cerner de qui on doit faire l'investigation, comment de ça on fait de la thérapeutique. Il est possible qu'une partie de ces thérapeutiques soit des thérapeutiques comportementalistes, vous voyez, pour rééduquer le cerveau qui a été éteint pendant un certain temps. Et donc tout ça, il ne faut pas attendre là non plus une magic bullet de l'industrie pharmaceutique. C'est pas comme ça. Si c'est pour remettre des milliards dans des gens qui vont inventer les médicaments comme pour l'Alzheimer, il ne faut pas le faire. Hein. Pour l'instant, il faut regarder ce qui marche, les gens ont eu comme résultat, ce qui a été détecté. Il faut refaire de la médecine. Et donc, je voudrais bien, c'est un message à donner, il faut refaire de la médecine. Un dernier mot, à chaque fois que vous prenez la parole, il y a des tombereaux de critiques qui arrivent sur vous. On vous a même accusé d'avoir provoqué la deuxième vague, hein, puisque avec votre discours rassuriste de cet été, comment est-ce que vous prenez ça et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent là, vous allez impacter la vaccination, vous avez créé la deuxième vague? Ça m'indiffère complètement. Mais alors, je m'en fiche à un point que vous n'imaginez pas. Ça m'indiffère totalement. Moi, je fais juste ce que je dois. Je comprends ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Je continue à faire mon métier, ce que je pense devoir être mon métier, jusqu'à ce que tant que je peux le faire. Je suis content de le faire et je me fiche complètement des uns des autres. Je ne vis pas des échos, c'est votre métier, c'est pas le mien. Je m'en fiche un peu, si vous voulez. On essaie de vivre des informations surtout et des faits et des chiffres. Oui, mais si vous voulez, c'est difficile au jour de trier les choses. Et ce que je vois, mais j'espère qu'il y aura des gens qui écriront des livres de journalisme d'investigation. Si vous voulez, l'histoire de ce qui se passe avec les médicaments au XXIe siècle, ça mérite un prix Pulitzer, un vrai. On parle de milliards là qui ont été dépensés pour rien. Et pire que ça, on n'a pas soigné les gens pendant qu'on attendait la baguette magique que promettait l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un vrai travail qui n'a pas été fait. Moi, je l'ai dit une fois devant un de vos collègues, et je le redis, tant qu'on ne sera pas sorti de cette bouffée délirante qui a réussi à faire croire aux gens que le médicament le plus prescrit du monde pouvait du jour au lendemain en tuer 10%, tant qu'on ne sera pas sorti de la folie qui croyait que le Remdesivir, dont on savait que ça ne pouvait pas marcher fin mars, finalement, il fallait quand même continuer, finalement, qu'on ne ferait pas ça, tant qu'on n'aura pas fait une enquête pour savoir pourquoi on a interrompu les 2 essais thérapeutiques en France qui montraient un effet de l'hydroxychloroquine supérieur à celui du placebo, sans jamais les finir. Vous ne lâcherez pas sur l'hydroxychloroquine, vous ne lâcherez jamais. Hein. Non, mais ce que vous voulez que je vous dise, c'est quand on est à 1 pour 1000 de mortalité, on se demande ce que les gens cherchent.
Merci beaucoup, professeur Raoult, de nous avoir accordé cette interview ici depuis l'IHU de Marseille. À vous, Romain Desarbes, pour la suite de la matinale.